Bonjour à tous. Alors, comme tu peux le voir, on se retrouve dans le salon. Et oui, aujourd'hui, il fait pas beau depuis 3 jours déjà. Donc, comme tu as pu le voir au début de cette vidéo, aujourd'hui, je vais te parler de nos animaux handicapés et un peu plus approfondir sur la personne que je suis envers les animaux. Alors, toi qui me connais depuis quelques mois ou années, qui me suis, tu connais déjà certainement mon petit coq qui s'appelle Macrotte, mais tu connais peut-être pas son histoire depuis le début. Euh, je vais aussi te présenter d'autres animaux parce que nous avons des handicapés à l'élevage, ce qui est tout à fait normal étant donné que quand tu fais naître des poussins ou n'importe quels autres animaux, quand tu en fais naître une petite quantité, tu as moins de chances de te retrouver avec des handicapés. Mais par contre, quand tu en fais naître beaucoup plus, tu as dans la masse, obligatoirement, hein, c'est comme pour tout, tu as plus de chances de te retrouver avec des animaux, c'est normal, c'est le volume qui fait la différence. Donc dans le monde de l'élevage, la plupart du temps, ce sont des animaux qui ne vivent pas, c'est-à-dire ce sont des animaux qu'on supprime. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu fais naître des animaux, ils ne sont pas responsables, ils n'ont pas choisi, et donc par conséquence, tu te dois de les aider, de les accompagner dans leur maladie, de les accompagner dans leur soutien, et que ce soit pour une fin de vie ou pour tout simplement améliorer leur quotidien. C'est ton devoir, c'est ton obligation de le faire. Donc on va en parler tout de suite. Je te retrouve juste après le générique. Alors tout d'abord, petite présentation rapide. Je m'appelle Sandrine, j'ai 52 ans. Je suis née en centre-ville, dans le sud, à Marseille plus précisément. Mes parents ont déménagé quand j'étais jeune, à l'âge de 9 ans, pour se retrouver dans une maison à la campagne. Il faut savoir que je suis la seule de la famille à avoir ce lien avec les animaux, et ce depuis mon plus jeune âge. Mes parents, mes frères, voilà, mes oncles, mes tantes n'ont pas ce rapport-là du tout avec les animaux. Pour eux, les animaux, c'est voilà, ça reste un animal, point barre. Moi, l'animal est bien au-dessus de l'être humain, donc je, je fais partie de ces gens-là qui je remercie parce que ce sont des gens qui prennent soin de leurs animaux. Donc du coup mes parents ont eu cette ferme, ils ont commencé à prendre beaucoup d'animaux, hein, des volailles, on peut voir ma crotte qui est là derrière, avec la petite béquille que je vous présenterai qui est juste là. Euh, ils ont pris beaucoup d'animaux et donc moi je me suis crue Alice au pays des merveilles, mais bon, la destination qu'ils en faisaient n'était pas la même que moi j'avais dans ma vision. Enfin bref, je passerai sur cette étape-là parce que j'ai été traumatisée. Et pour le coup, j'ai grandi et cet amour des animaux a grandi en même temps que moi, hein. Donc de souvenir, je n'ai pas jamais vécu sans avoir des animaux. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours eu des animaux toute ma vie. À l'âge adulte, je me suis retrouvée divorcée par choix personnel, en appartement. De maison, je suis passée en appartement et là, ça a été un drame pour moi parce que je me suis dit, je ne peux pas rester sans avoir des animaux obligatoirement. Et donc, j'étais maman solo avec 2 enfants en bas âge à charge et je travaillais pratiquement 12 heures par jour. Et j'avais quand même beaucoup d'animaux à la maison, hein, notamment un chat, un chien, un lapin qui était en totale liberté. J'avais des cobayes pour mes enfants. Qu'est-ce que j'avais? J'ai eu un corbeau aussi en même temps dans la même période. Sans compter tous les animaux, tous les chiens errants qui venaient, que je retrouvais devant ma porte et que je prenais le temps des fois par une semaine à les garder pour les remettre un peu en santé et puis après essayer de retrouver les familles ou les faire adopter. Voilà, donc j'ai eu, voilà, et pourtant quand on venait chez moi, les gens me disaient mais c'est pas possible, on n'a pas l'impression d'avoir autant d'animaux dans ta maison. Alors il faut savoir que c'est beaucoup de travail, c'est un engagement, et si vous voulez, on peut cumuler les deux. Bon, après, je dis pas, ça demande énormément d'efforts, ça demande énormément de temps. Fini les balades, fini partir en vacances, fini les soirées où je vais à droite, à gauche. Voilà, après, c'était un choix personnel. Mes enfants étaient heureux de cette situation parce que ça leur a permis de grandir auprès des animaux.
Donc pour moi c'est vital, le lien avec l'animal chez l'enfant est quelque chose de très important. Ça fait la différence sur un enfant et sur un adulte aussi. Parce que pour moi les animaux, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont missionnaires en fait. Ils sont là pour apporter quelque chose à l'être humain que l'être humain n'écoute pas forcément et qu'on s'aperçoit quand on est au contact des animaux que la vie est plus légère, elle est plus facile, enfin pas facile, mais elle est plus supportable, plus apaisante. L'animal est là pour te sortir un petit peu psychologiquement de tes angoisses. Et quand on est auprès d'un animal qu'on va pas bien, il suffit simplement de le caresser pour que d'un coup on ressente du mieux-être, tout simplement. Alors pour information, à cette période-là, ben oui, je travaillais toute la journée, je récupérais mes enfants, le soir à la garderie, je rentrais à la maison, faisais les devoirs, le manger et on s'occupait de tous les animaux. Et ce qui fait que ma maison, comme vous pouvez le voir, je suis quand même, enfin ici, on est quand même très, on attache beaucoup d'importance au bien-être, au confort intérieur, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans je dirais pas qu'on est, on peut le dire, un peu maniaque. Enfin, moi, je le suis un petit peu moins en vieillissant. Je me suis rendu compte ce que c'était que d'être maniaque quand j'ai connu Yvan, qui lui était pire, encore plus maniaque que moi. Donc, je me suis dit, Sandrine, arrête d'être comme ça parce que c'est invivable. Donc, bref, mes animaux étaient très heureux. Ma lapine montait sur le canapé, le chat, enfin le chien, voilà. D'ailleurs, je vous partagerai une petite vidéo sur mes 4 loulous, mes 4 chiens qui ont fait partie de ma vie et qui sont presque tous partis. Il me reste 100 gars. J'avais fait un hommage pour Sam, qui a été mon meilleur ami de toute ma vie. Ça a été le meilleur ami de toute ma vie. Ça a été mon confident. Ça a été, cet animal m'a sorti de beaucoup de situations psychologiquement où j'étais pas bien. Et je vous garantis que jamais dans ma vie je l'oublierai. On le dit souvent, on a un chien dans sa vie. Et lui, il l'aura été. Voilà. Bref, ma maison était toujours nickel, les gens ne comprenaient pas, donc c'est possible de lier, vous voyez là j'ai un coq dans une maison, et je vais vous présenter la petite chose qui est juste là sur moi parce qu'elle me colle le train. C'est tout à fait possible. Alors vous voyez, il y a un petit caca ici. Bon, ben, je vous expliquerai tout comment je procède. Et voilà. Donc actuellement, ben, je suis éleveuse. Enfin, éleveuse, j'aime pas bien ce mot parce que c'est plus une passion que le fait d'être éleveuse, mais par le fait que je fais naître des volailles, des poussins, ben, on peut qualifier ça d'être éleveuse tout simplement. Je ne suis pas une vendeuse, je ne fais pas naître pour vendre, je fais naître pour avoir des poussins, pour travailler la race du Pékin, tout simplement, et du Brahma. Voilà, c'est une passion pour faire des expos et travailler certainement, uniquement le standard de ces 2 races. Voilà. Donc je ne suis pas une vendeuse de poules, je le répète. Après, quand je fais naître, effectivement, quand je sélectionne mes animaux que je souhaite garder pour faire la reproduction de l'année prochaine, tout simplement, oui, je mets en vente ceux que je ne garde pas. Mais je choisis toujours systématiquement les familles parce que je veux que mes animaux soient bien placés. Donc voilà. Alors, il y a 4 ans, après une éclosion de poussins, j'ai eu un petit poussin qui est né, je m'en suis aperçue tout de suite le jour même, qui est né malvoyant. Parce que tout simplement, quand le groupe partait pour manger, lui partait à l'opposé, ou alors il tapait de partout en essayant de retrouver son groupe et qu'il n'y arrivait pas. Et tout de suite, j'ai compris qu'il y avait un souci au niveau de la vision. Donc, ça a été le tout premier animal qui a été handicapé à l'élevage. Et par conséquent, tout de suite, je me suis fortement attachée à lui parce que je me disais, le pauvre, comment il va faire, comment il va évoluer, sachant que dans un groupe de volailles, quand il y en a un qui est handicapé, quand il y en a un qui est malade, en général, les autres le tuent tout simplement parce que pour eux, ça représente une menace d'attirer un prédateur s'il y a une faiblesse au sein du groupe. Donc je l'ai très vite retiré, enfin au début je le mettais avec les autres, avec les poussins, et puis quand les autres ont commencé un petit peu à le chahuter, très vite j'ai été obligée de le retirer. Je vous mets une petite vidéo par là. N'oubliez pas d'ailleurs, j'ai des vidéos concernant ma crotte, alors elles ne sont pas très explicatives, mais vous pourrez le voir quand il était tout petit poussin. Sa façon qu'il avait de venir me voir, de toujours me coller et de m'appeler surtout parce qu'il avait bien compris que quand il était petit, il avait bien compris qu'à chaque fois qu'il se mettait à crier,
j'arrivais en courant, j'arrivais tout de suite en courant et j'allais vers lui, je le prenais, je le câlinais. Donc il a très vite assimilé que le son de ma voix représentait pour lui la sécurité et le fait de se sentir mieux. Ah mon petit chat, Loulou, oui mon chat. Et du coup, je vais vous parler aussi de ce qui s'est passé suite au décès de ma maman avec Loulou, pour que vous puissiez comprendre à quel point lui et moi, on est fusionnels. Vraiment, c'est lui et moi, on ne fait qu'un. La preuve, c'est qu'il a vécu mon décès, le décès de ma maman, mon deuil, il l'a vécu autant que moi, au point où j'ai failli le perdre. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Ma crotte, je l'ai retirée. Regardez dans les playlists, hein, vous pouvez voir quelques petites vidéos de ma crotte quand il était petit, parce que oui, il s'appelle ma crotte. Alors, entre guillemets, je précise que ma crotte, chez nous, dans le sud, c'est quelque chose de très mignon. C'est comme quand les enfants, par exemple, dans le sud, on les appelle mes petits crapauds. Oh, mon petit crapaud, voilà. Et ma crotte, ça veut dire petite chose, toute mignonne, tout, voilà. Il était tout petit, et il était plus petit que les autres. Et comme il se baladait, qu'enfin il se tapait partout, j'ai dit oh il est trop mignon cette petite crotte. Voilà, tout le fait de son nom. C'est pas quelque chose qui a un lien, parce que souvent on me dit ouais pourquoi l'avoir appelé comme ça. Enfin bref, on passera là-dessus. Et donc voilà, il a très vite compris que il allait devenir un animal de compagnie. Donc tout de suite, je l'ai récupéré, je l'ai sorti du reste des poussins et je l'ai. Béquille, oui, c'est rien, c'est Béquille. Elle est là la petite Béquille. Je vous expliquerai son histoire à elle aussi, parce qu'elle aussi, elle a fait partie des handicapés. Donc du coup, je l'ai récupéré et pour éviter qu'il se retrouve seul ou qu'il ne comprenne pas qu'il était une volaille tout simplement, j'ai pris une petite poulette qui était avec lui du même âge et je les ai élevés tous les deux ensemble dans la maison. Voilà. Alors, pour ceux qui me connaissent, qui suivent mes vidéos depuis quelques années, vous avez pu voir mes débuts et voir l'amélioration que j'ai fait au niveau de la qualité de vie de mes animaux. Il faut savoir que pour moi, c'est vital, c'est une priorité. Avoir des animaux, c'est bien, mais de pouvoir être capable de faire au maximum pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient élevés dans de bonnes conditions et de faire son maximum. Chaque année, j'améliore de plus en plus mes parcs jusqu'à pouvoir retrouver vraiment une qualité de vie plus pour mes animaux. C'est la base. Le jour où je ne serai pas capable ou que je ne serai plus capable d'entretenir mes poulaillers, c'est clair, j'arrête parce qu'il est hors de question pour moi d'avoir des animaux et de ne pas leur apporter la qualité de vie qu'ils méritent, quoi, parce que je ne fais pas de différence entre un chien, un chat, une poule. Pour moi, le partage de mes vidéos sert aussi à ça, je l'ai déjà répété, c'est que pour moi, il est important de faire véhiculer l'image qu'une volaille, ça reste un animal. Ce n'est pas juste une volaille. Ce mot, j'ai du mal avec ce mot quand on me dit oui, c'est juste une poule. Non, c'est pas juste une poule. C'est un cœur, c'est un foie, c'est une rate, c'est des organes vitaux. Tu le tapes, il a mal. Tu le blesses, il a mal. Voilà, je veux dire, c'est un animal à part entière comme n'importe quel autre animal. Surtout que, en fait, si tu veux, dans la vie depuis des générations et des générations, la poule quand même reste l'animal le plus répandu qui a été depuis aussi longtemps qu'on puisse imaginer au sein des familles et que cet animal était considéré faisant partie de la chaîne alimentaire. Donc une poule, ça pondait des œufs, tu mangeais les œufs. Quand la poule pondait plus, tu la tuais, tu la mangeais. Elle finissait dans les gamelles. Et si tu pars de ce principe, tu pourrais te dire la même chose avec les chats. Dans certains pays, c'est les chats, les chiens qui sont mangés. Moi, j'estime que la poule, elle a le même, comme un pigeon, comme n'importe quel autre animal, le lapin. Voilà, pour moi, ils sont tous des animaux à part entière. Voilà, je ne fais pas d'amalgame. Après, il y a des gens qui élèvent dans le but de se nourrir. Je ne vais pas polémiquer là-dessus. Je ne critiquerai pas ces gens-là. Je suis tout à fait pour le fait qu'il y ait des gens qui fassent de l'élevage de poules de chair pour pouvoir avoir l'autonomie alimentaire. Voilà, j'ai pas à dire quoi que ce soit là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'en suis incapable tout simplement, mais chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas contre les gens qui font ça. Simplement, à partir du moment où c'est fait dans les bonnes manières,
La seule chose que je ne comprends pas, c'est que ben, même chez certains agriculteurs, des fois on nous véhicule une image où on voit un agriculteur avec son veau qui le tient par le cou, il lui dit ça c'est mon bébé, voilà, regardez comme c'est mignon, et puis 3 mois après, voilà, il l'envoie à l'abattoir. Chez les éleveurs de volailles qui font ça, la seule chose que je ne comprends pas, c'est comment tu peux tendre la main à un animal pour le nourrir, pour le caresser, pour le mettre en confiance, et comment tu peux tendre cette même main pour lui tordre le cou. Enfin, tordre le cou, c'est façon de parler, quoi. Je veux dire, voilà, c'est avec cette même main à laquelle tu lui as tendu que tu vas t'en servir après pour le tuer. Donc ça, c'est pas possible. Que tu fasses de l'alimentation avec tes animaux, oui, dans ces cas-là, tu n'envoies pas la main, tu te contentes de les nourrir, tu te contentes, voilà, juste de faire le strict minimum au niveau de l'alimentation pour qu'ils puissent s'alimenter, mais tu ne lui fais pas connaître la douceur de ta main, la caresse de ta main, pour ensuite après aller le tuer. C'est pas, pour moi, c'est pas possible. Je veux dire, c'est l'animal, il est en confiance, il te voit. Enfin bref, voilà, on va pas polémiquer là-dessus parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous parler de tous mes petits handicapés. On en a perdu une, comme vous le savez, c'était la petite Soquette. Mais bon, on va parler des autres tout de suite. Alors, pour en revenir à ma crotte, tout simplement, donc tout de suite, je les ai installés à la maison. Ben, il a fallu mettre en place des codes de langage, aussi ben, lui apprendre son parcours parce que voilà, la journée, il est là, il vit ici. Et la nuit, il dort. J'ai un bureau dans lequel je vous montrerai tout à l'heure, un bureau dans lequel je lui ai installé un petit tapis pour qu'il puisse y passer la nuit, avoir sa tranquillité, pas être dérangé étant donné que Yvan des fois travaille de nuit, enfin du matin, donc il se lève très tôt, qu'il puisse avoir son intimité, sa tranquillité aussi vis-à-vis de ça là, parce que ça c'est chiant, je vous le dis, ça c'est chiant, c'est très chiant pour un vieux coq de 4 ans. Bref, donc du coup, il a son petit coin, donc il a fallu lui apprendre quand il était avec sa poule, bah, sa poule l'a beaucoup aidé, c'est aussi pour ça que je lui avais mis une poulette, parce qu'elle a été son guide, elle l'a aidé dans ses déplacements, parce qu'elle l'appelait, quand lui ne trouvait pas son chemin, elle l'appelait, et puis ça lui permettait aussi de ne pas être seul, c'est-à-dire d'avoir un congénère avec lui. Sauf que Piaf, eh ben, au bout de 4 ans, elle a décidé de devenir maman, de couver, et à partir du moment où elle a eu ses poussins, elle n'a plus jamais pu retourner avec lui. Elle en devenait même agressive. Bah alors Lily, moi. Elle en devenait même agressive. Donc ça a été compliqué cette séparation parce qu'elle vraiment elle le piquait au niveau de la tête et j'ai été obligée de prendre la décision de la séparer de lui définitivement. Et même actuellement, ses filles ont 1 an et quand elle le voit, elle l'attaque. Hein, donc pour vous dire. Bref, du coup, bah, il a vécu dans la maison. Alors là, on lui a installé un petit coin ici avec le même tapis qu'il a dans sa chambre. Bon, on y a mis quelques peluches ici aussi qui ont été offertes par certains des abonnés. Il a sa petite gamelle, toujours la même. Il a une pierre de grit à côté, là, avec, voilà, ici. Et il se promène librement dans la maison. Alors, tout ce qui est, oui, vous allez me dire, oui, mais comment tu fais pour gérer les cochonneries? Alors, les cochonneries, c'est simple. C'est un coq. Donc, les coqs ont des fientes totalement sèches. C'est-à-dire, ils ont moins de liquide que les poules dans l'abdomen. Donc, en fait, les fientes sont sèches. C'est comme des petites crottes, comme des pets de lapin, en fait, si tu veux. Donc tu peux même les ramasser à la main comme ça, c'est une olive quoi, mais c'est tout sec. Donc ça pose pas de problème, ça fait pas de taches ou de trucs liquides au sol. Donc il suffit d'avoir toujours son petit paquet de lingettes. On a aussi un aspirateur dédié à cet effet, donc voilà, c'est un aspirateur sans sac, hop, tu aspires, tu vides ton aspirateur, tu mets au potager, enfin voilà quoi. Donc pour un coq, ça ne pose pas de problème. Après, en ce qui concerne les petites poules, c'est plus compliqué parce que les poules ont des fientes liquides. Donc oui, les poules ont des fientes liquides, donc hop là, descendez, on vous demande. C'est plus compliqué à gérer parce que bah, ça fait des fientes qui tâchent, hein, collantes, donc voilà, bien souvent quand tu la ramasses avec ta lingette, bah, ça te fait une petite tache, donc ça se ramasse quand même, hein, tu essuies avec ta lingette, ça reste propre. Mais voilà, quand tu dois t'absenter ou quoi que ce soit et que tu n'es pas là de la journée ou que voilà, tu vois, ben, j'ai trouvé des espèces de petites couches en fait. Je vous les ai déjà présentées sur une vidéo, je crois que ça doit être dans les playlists. N'oubliez pas les playlists.
s'il vous plaît, je me suis embêtée à les faire, c'est pour que ça serve. Donc vous avez des playlists sur la santé, sur la reproduction, sur les couveuses, enfin voilà quoi. Allez, n'hésitez pas à aller voir, ça doit faire partie de la playlist des accessoires. Donc c'est une petite couche toute simple. Voilà, j'en ai deux. J'en ai une autre ici. Voilà, c'est ce que j'utilisais pour Piaf. Donc très adapté à la Pékin. Donc voilà, vous avez des petites bretelles comme une espèce de salopette en fait. Vous passez tout simplement les bretelles au niveau des pattes. Voilà. Alors vous pouvez soit fixer, passer les deux ailes dedans, comme ça. Bon après j'ai perdu, j'avais un petit scratch qui venait ici pour éviter que ça ne glisse comme ça. Vous savez que ça glisse des ailes. Donc bon, bah, c'est pas grave, on met une épingle à nourrice ou on met un autre petit bout de scratch, c'est pas le problème. Voilà, et donc vous avez cette partie-là qui vient sous le ventre et ça qui se met à l'arrière. Donc une fois que c'est mis sur une Pékin, ça se voit limite même pas, quoi. Vous avez juste le petit bout qui dépasse ici parce qu'elles ont beaucoup de plumes et de volume. Et l'intérieur de la couche, c'est lessivable. Je veux dire, c'est réutilisable, c'est lessivable, vous voyez, c'est comme ça, quoi. C'est une matière imperméable pour pas que ça passe à travers, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est très pratique. Donc ça, je vais les réutiliser pour la pépette quand elle va grandir, parce que bon, vous aurez compris qu'elle va rester certainement dans la maison. Ça va être, et je vais vous expliquer pourquoi, vis-à-vis de ma grotte. Parce qu'elle lui a permis aussi de lui sauver la vie, je dirais. Alors tout de suite, je vais vous mettre quelques petites photos de ma crotte pour vous faire voir en gros un petit peu la vie qu'il a quand il était petit et puis les moments partagés avec lui. Parce que comme je vous disais, on est vraiment tous les deux extrêmement liés. C'est-à-dire qu'il ressent tout, mais toutes mes pensées, il ressent toutes mes émotions, il les absorbe, c'est une vraie éponge, c'est mon éponge en fait. Donc ça demande énormément, là j'ai failli le perdre à cause de moi, et par rapport à mes émotions, suite au décès de ma maman, et ça demande de devoir gérer mes propres émotions afin que lui ne les ressente pas. Le problème c'est que lui et moi on est identiques. Si vous voulez, je suis une personne qui est empathe, qui est très empathique, et qui est en plus hypersensible. Donc c'est-à-dire que je reçois les émotions de tout ce qui est autour de moi, des gens, même des inconnus, et je les vis, je les ressens. Et le problème, c'est que lui, il est pareil. Les animaux, en général, sont comme ça. Oui, mon petit chat. Viens, maman. Voilà, mon titi. Et de ce fait, ils prennent notre souffrance, ils vivent les mêmes choses que nous. Et je suis le genre de personne, bon, certains le savent, je suis le genre de personne, c'est-à-dire que je ne sais pas mentir, je ne sais pas faire semblant, je ne sais pas gérer mes émotions par le côté empathique. Et surtout, quand je parle, quand je pense, je pense à voix haute en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas faire semblant. Quand je ressens quelque chose, que ce soit bon, que ce soit mauvais, et au moment où je vais le penser, je vais le dire. Donc je ne sais pas faire semblant. Je suis 100% nature. Je ne sais pas mettre les gants quand je parle. Quand je dis quelque chose, je le dis de la manière dont je le ressens, la manière dont je le pense. Et parfois, c'est pas bon à entendre, parce que ce soit mauvais ou bon, ce qui doit sortir, sortira. Et peu importe, entre guillemets, les gens qui sont autour, ou peu importe la personne à qui je vais devoir m'adresser, ça peut être, malheureusement, ma maman en a fait les frais aussi, parce que voilà. Mais bon, elle le savait, elle me connaissait. C'est-à-dire, je parle avec le cœur, quoi. Donc, tu me fais quelque chose de travers, je vais te dire sans filtre ce que j'ai ressenti et ce que je pense de toi, de ton comportement. Et autant, tu vas faire quelque chose de bien, je vais être très émotive et je vais te le dire de la même manière. Voilà. Donc attention, des fois quand je dis des choses, c'est pas forcément méchant, c'est juste que je suis une personne qui dit les choses comme elle les ressent, c'est tout.
préciser que ce n'est pas une qualité d'être comme je suis. Loin de là, je dirais même que je le vis comme un défaut de ma personne parce que, comme je t'ai dit, peu importe l'endroit où je me... Attends, béquille. Peu importe l'endroit où je me trouve, peu importe la personne avec qui je suis, parfois ça me porte préjudice parce que je ne peux pas contrôler mes émotions. Donc ça peut être avec un patron, ça peut être avec une personne voilà, à qui on ne peut pas... tu vois, avec ton banquier en gros, quoi. Ton banquier, une personne dans un magasin, un directeur, n'importe quoi, ben, je vais parler comme je le ressens en fait, si tu veux. Et je vais pas regarder le grade que tu as au-dessus de moi, je vais te dire les choses telles que je les ressens. Voilà. Et donc, c'est pas forcément une qualité, c'est souvent un défaut qui me porte préjudice. Yvan a peur de ça d'ailleurs, parce que quand il voit qu'il y a un truc qui est parti en couille et qu'il sait que voilà, ça va monter la moutardonnée, il le sait, il m'attrape, il me le dit, il me dit s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais même s'il sait que c'est peine perdue, il sait que ça va, ben, que la colère, elle peut sortir d'un coup et que là, je vais pas me taire, quoi. Alors voilà le petit monsieur. Petit monsieur, bon, tu peux voir, il a cet œil, il est pratiquement toujours fermé parce que il n'a absolument aucune réaction de la pupille. Donc pour lui, l'utilité, enfin, il n'y a plus de fonction de rétine ou de paupières. Alors il l'ouvre de temps en temps, mais bon, voilà, c'est très rare. Enfin, ça y arrive, hein. Et il a de ce côté, voilà, tu vois, il vient de l'ouvrir. Il a de ce côté le seul œil qui est à peu près, on va dire, pas valide. Là, dernièrement, on a refait des tests au niveau du vétérinaire et elle m'a dit que il avait un léger clignement de la pupille, ce qui correspond à ce qu'il voit. C'est par exemple, si tu prends une lampe que tu lui mets dans l'œil, oui, il va avoir une rétractation de la pupille ou une dilatation, mais rien de plus. C'est-à-dire qu'il ne voit rien en gros, si tu veux. Il voit voilà, une différence. S'il est dans le noir et que tu mets de la lumière, il va voir une différence. Oui, mon petit chat. Alors, il y a eu le décès de ma maman ce 1er juillet. Et comme je te disais, lui et moi, on n'est qu'un. Il me suit partout, je vais à la douche, il me suit, il se couche sur le tapis et il attend que j'ai fini ma douche. Je vais aux toilettes, il se met derrière la porte des toilettes. Je fais à manger, il est à la cuisine avec moi. Je suis à table, il se couche sur mes pieds ou alors il met sa crête contre ma jambe pour sentir le contact. Euh, voilà, il est tout le temps comme ça. Et quand ma maman est décédée, en fait, si tu veux, j'ai vraiment sombré. C'était inattendu, c'était pas prévu. Voilà, elle devait venir à la maison. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous parler de mon deuil parce que il s'est passé un truc qui ma tête a vrillé en fait. Et c'est pour ça que vous me voyez comme ça actuellement, mais ma tête elle a complètement vrillé. Ma maman est partie déménager. Voilà. Elle a déménagé, je vous expliquerai ça dans une vidéo. Et c'est grâce à un rêve que j'ai fait de ma maman qui m'a permis de voir les choses différemment. Je sais que quand ça va me tomber dessus, que la réalité va revenir, ça va être une catastrophe, mais pour le moment, je me complais dans cette situation. Je souffre beaucoup moins. Du coup, ben, quand ma maman est décédée, je me suis littéralement effondrée. Ça paraît paradoxal parce que je vous parle que ma maman est décédée, mais pour moi, elle est décédée, mais je suis consciente, mais pour moi, non. Voilà, je vous expliquerai. Enfin, c'est que c'est le cerveau, voilà, il a les informations qu'il a envie d'avoir et en fait, je crois que voilà, il a compris qu'il fallait m'aider et me sortir de cette situation parce que ça allait mal finir. Bref, quand elle est décédée, ben, dans la nuit, on m'a appris ça. J'ai poussé un hurlement, mais un hurlement animal, si vous voulez. Et lui était dans sa pièce à côté et au moment où j'ai crié, euh, dans la continuité, j'avais plus de son. C'est lui qui a pris la relève, qui s'est mis à pousser un cri, mais qui n'était pas le cri d'une volaille en fait. C'était un cri très long, très aigu. C'est Yvan qui m'en a parlé, qui m'a dit t'as écouté le coq, mon Dieu, il a été terrifié. Et du coup, ben, s'en est suivi des jours où j'ai arrêté de manger pendant 9 jours. Et lui, au bout du troisième jour, je n'arrivais plus à m'approcher de lui. J'étais comme une chose qui se déplaçait dans la maison, mais sans âme, sans émotion. Voilà, une seule douleur. Pour moi, j'étais une douleur qui se déplaçait. Et lui a ressenti tout ce qui s'est passé. Et du coup, lui, au bout de 3 jours, s'est arrêté de manger aussi.
Sauf que moi, jusqu'au décès de maman, jusqu'aux funérailles de maman, ça a été un choc et j'ai repris l'alimentation quelques jours après. Et lui, jamais. En fait, il est resté pendant 2 mois. Ça a été 2 mois d'un combat au quotidien pour lui sauver la vie. Je vous mets quelques petites photos ici. C'est-à-dire, il s'est arrêté de manger définitivement. Donc, c'est-à-dire, il ne buvait plus, il ne mangeait plus. Et il avait des fientes qui étaient vertes, mais vertes, diarrhée. Donc, en général, chez une volaille, ça ne pardonne pas. Donc, il m'a complètement, par sa situation à lui, tout de suite après les funérailles, il m'a complètement déconnecté de la réalité de ma maman. C'est-à-dire que ben, voilà, je me suis focalisée que sur lui. Et il se laissait mourir tout simplement. Et donc ça m'a demandé une attention H24 où il a fallu que je m'occupe uniquement de lui. C'est-à-dire que j'ai pas pu faire mon deuil, d'où la situation dans laquelle je me trouve actuellement par rapport à ma maman. Et ça a été lui en permanence. Donc j'ai vu des tas de vétos. On sait que les vétos n'ont très peu de connaissances au niveau des volailles. J'en ai vu 3 différents. Le premier l'a condamné. Le deuxième m'a dit je connais pas les volailles, mais je vais faire tout en sorte pour trouver la solution. Et le troisième, quand je l'ai rencontré, la veille, il avait repris l'alimentation. Alors pendant ces 2 mois-là, ça a été tous les jours l'avoir avec moi, tous les jours lui parler, tous les jours le câliner, tous les jours lui faire des câlins, des bisous pour lui faire voir. Sauf que le problème, c'est que lui, on ne savait pas ce qu'il avait. Lui ressentait que moi, malgré que je lui portais de l'attention, il y a une chose en moi qui s'est éteinte, mais définitivement éteinte. Il y a un truc, je ne saurais pas vous dire quoi, mais voilà, il y a une partie de moi qui est partie avec ma maman. Et lui, je pense qu'il l'a ressenti. Donc on a cherché des raisons médicales, on n'a rien trouvé dans les fientes, on n'a rien trouvé dans un état général de santé, on n'a pas trouvé de maladie, tous les vétos ont regardé, ils m'ont dit on ne comprend pas son état général. Et c'est la troisième vétérinaire qui a dit ne cherchez pas votre coq tout simplement, il vit votre deuil, enfin votre douleur liée au décès de votre maman, il la vit avec vous. C'est-à-dire qu'il ressent tout ce que vous ressentez, votre douleur, votre tout ce qui est à l'intérieur de moi, le gouffre que j'avais, lui ressentait la même chose en fait. C'est-à-dire que lui et moi, on formait qu'un et qui vivait le décès de ma maman en même temps que moi, tout simplement, par mon intermédiaire à moi. Voilà. Et que le fait qu'il s'arrête de manger, qu'il s'arrête de boire, et en même temps, elle m'a dit, c'est aussi une façon pour lui de détourner votre attention et de la reporter sur lui. Et pendant que vous êtes avec lui à vous en occuper, il est plus votre conscient à vous est plus basé sur lui que sur votre maman. Donc ça vous a détaché un petit peu de cette douleur que vous avez eue pour elle, pour la remettre sur lui. Donc ça a été énormément de temps. Et puis un après-midi, il était sur mes genoux, sur le canapé, et à ce moment-là, j'ai eu une faiblesse et je me suis mise à repenser à maman, et les larmes m'ont envahi. Et ma crotte, d'un coup, il était sur mes genoux, il s'est levé comme dans un sursaut, et il a voulu descendre à tout prix du canapé, donc je l'ai posé par terre, et là, direct, il a traversé le salon, il est allé à sa gamelle et il s'est mis à manger, alors que ça faisait 2 mois qu'il ne mangeait plus du tout. Il est allé, oh attention mon petit chat, oui. Oui, mon bébé. Alors, par contre, il a gardé le fait de râler constamment, parce qu'il a fait que ça pendant les 2 mois. Il râlait, râlait, râlait. Et du coup, quand je l'ai vu se remettre à manger, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'étais en état de choc. Et du coup, je l'ai ramené au vétérinaire. Et là, elle m'a confirmé, elle m'a dit, voilà, ne cherchez pas, vous étiez en train de ressouffrir, de repenser à votre maman. Et du coup, lui, le seul moyen qu'il a trouvé pour vous détourner de ça, c'était de descendre, d'aller manger, et tout de suite je me suis levée, je suis allée le voir, j'étais trop contente, je suis passée des pleurs à la joie de le voir manger quoi en fait. Elle me dit donc en fait c'est votre guide, c'est lui qui est là pour vous voilà, pour vous faire du bien, enfin il essaye de vous sortir de toute cette souffrance par tous les moyens, par ses moyens à lui, comme il peut, tout simplement. Fais le bisou. C'est bisou. Petit bisou. Petit bisou. Là, on fait des bisous. J'adore les bisous. Hein, les bisous. Mon petit chat d'amour.
Oui. Des bisous. Les bisous, les bisous, les bisous. On aime les bisous, hein. Oui, on aime les bisous. Voilà. C'est un petit coq qui est adorable. C'est un amour de bébé. Oui. Bon, il a 4 ans, hein. Voilà. Donc, vous connaissez à peu près l'histoire de ma crotte. Aujourd'hui, il va mieux et je vais vous parler de l'histoire de Béquille maintenant. Bon, alors je suis désolée pour la qualité, il fait sombre dehors et mon téléphone ne vaut rien en intérieur. Donc là, je voulais te parler, si Monsieur Macrotte veut bien se retirer, je voulais te parler de la petite Béquille qui est là derrière. Hein, Béquille? Oui, ma poupée. Voilà. Alors, la petite Béquille, il faut savoir que... Oui, mon petit chat, oui, t'es jaloux. Il me fait des crises de jalousie. Oui. Non, ça y est, regarde, maman, elle te touche à toi aussi. Voilà. La petite Béquille, il faut savoir qu'elle est née sous maman, sous une maman, avec 4 autres poussins, donc ses frères et sœurs, donc notamment 2 petits coqs et au total il y avait 3 poules avec elle. Et que cette petite Béquille, tout simplement, oui mon chat, mais toi aussi, on t'a vu déjà mon loulou. Ouais, mon petit chat, oui on t'a vu. Allez viens Béquille, Béquille, viens Béquille. Béquille, tu viens? Viens vite ma poupée, viens. Alors cette petite poulette, elle est née sous sa maman avec ses frères et sœurs. Et malheureusement, elle était, cet été, elle était dehors, doucement Béquille. Elle était dehors avec sa maman et ses frères et sœurs. Et elle était dans un enclos avec 50 cm de hauteur fermé. Et de l'autre côté, j'avais Erika, ma grosse poule Brahma, avec sa fille, qui était de l'autre côté de cette grille, qui se promenait en liberté aussi. Et malheureusement, la petite Béquille, je ne sais pas par quel moyen, elle a réussi à passer de l'autre côté. Donc je vous laisse imaginer, sachant que Erika, c'est une poule qui est hyper protectrice de sa fille, enfin de ses poussins en général, et qui n'a pas toléré la présence de la petite Béquille, qui était alors à ce moment-là beaucoup plus petite que ça, elle faisait la moitié de ça. Hein. C'était la moitié de la taille qu'elle a là. Et donc, elle me l'a attrapée par une patte. Et elle se la sont... Oh, oui, je t'écoute. Oui, vas-y. C'est tout. Voilà, mais tu sais, on parle de toi aussi. Hein. Oui, jaloux. Donc, elles l'ont attrapée par la patte. Et enfin je suppose, hein, parce que j'ai pas vu, mais bon, vu le résultat, j'ai trouvé la petite Béquille prostrée juste sous presque Erika, où elle essayait de se cacher, en fait, tout simplement, parce qu'il l'avait tout simplement attaquée. Et du coup, je me suis aperçue tout de suite qu'il y avait... Ça, c'est normal, c'est loulou. Tout simplement, au niveau de sa patte, j'ai vu que quand j'ai essayé de l'attraper, elle a essayé de se sauver et sa patte, elle traînait derrière. Donc, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un gros problème. Alors, je ne savais pas si c'était fracturé, si c'était juste endolori par le coup qu'elle avait pris. Et j'ai attendu, je l'ai laissé comme ça avec sa mère. Je l'ai laissé, je crois, 24 heures, ouais, un truc comme ça. Il me semble que c'était 24 heures avec sa mère et je me suis aperçue que le lendemain, c'était pire. Voilà, elle traînait carrément la patte, elle arrivait même plus à se déplacer. Enfin, elle essayait de se déplacer que sur une patte, donc j'ai vite compris qu'il y avait un souci. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retirée de sa maman, parce que si je la laissais dehors, de toute façon, elle serait décédée. Je l'ai retirée de la maman et je l'ai rentrée à la maison. Alors, j'ai essayé plusieurs sortes d'attelles qui ont fonctionné plus ou moins bien. Et puis, une personne m'avait donné une astuce. Elle m'avait dit d'essayer de trouver comme une paille, en fait, et de la glisser le long, parce qu'en fait, je ne savais pas du tout d'où venait la fracture. Enfin, si fracture est. On m'avait conseillé de mettre comme une sorte de paille autour de sa patte. Alors au début, moi, ce que je pensais, parce qu'elle avait le poignet vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer, vous avez la patte qui vient se poser à plat comme ça au sol, et vous avez là où j'ai mes bracelets, c'est le poignet, ce que j'appelle. Et elle, au lieu d'avoir un mouvement comme ça, c'est-à-dire comme ça, elle avait à l'opposé le poignet qui partait en avant comme ça et la patte en arrière. Donc j'ai supposé que c'était cassé au niveau de là où vous voyez mes bracelets. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une attelle sur tout son avant-bras, juste du niveau de mes bracelets jusqu'à son coude, on va dire.
Et avec un carton, j'ai pris un carton, vous savez, d'emballage de médicaments, de bouteilles de sirop, que j'ai découpé de la longueur qu'il fallait pour son petit avant-bras. Et puis je l'ai roulé autour d'une petite branche pour qu'il prenne la forme rouleau en fait. Et je l'y ai mis à sa patte. Et je lui ai laissé ça pendant au moins 3 semaines, facile. Et puis très vite, vous voyez, très très vite, la petite béquille a réussi à tout simplement réparer, enfin ça s'est consolidé, ça s'est réparé. Et comme vous pouvez le voir, elle n'en garde aucune séquelle. J'ai enlevé la telle il y a quoi, il y a 4 jours, un truc comme ça. Donc je suis plutôt contente parce que le résultat a bien fonctionné. Et alors pour information, quand Becky est arrivée et ben, à la maison par le biais de sa blessure, Loulou ne marchait plus, ne faisait, passait ses journées qu'à dormir, ne faisait plus rien. Voilà, il se levait le matin, enfin je le levais le matin, je le mettais dans le salon, là où je le posais, il se couchait, il dormait. Donc c'était la période où il était encore assez malade. Et donc Becky était là, mais il ne mangeait pas. Et au moment où moi j'étais devant, sur le canapé et que je vous ai expliqué que d'un coup j'étais pas bien, il s'est mis à manger un petit peu. Et puis l'arrivée de Becky a littéralement transformé ma crotte, c'est-à-dire du jour au lendemain, ben voilà, il s'est mis à faire ça. Il s'est mis à se déplacer dans toute la maison. Et le matin, quand il se lève, il fait sa petite danse. Il arrive en courant, il fait sa petite danse. Je le laisse. Eh ben alors, mais tu es fada, mon petit. Tu es fada. Ouais, tu es fada. Un peu toc-toc des fois, mon titi. Hein, oui, t'es un peu toc-toc. Hein. Il n'y a pas toutes les lumières d'allumer là-haut. Hein. T'es comme maman, c'est bien. C'est bien, on s'entend bien pour ça. Et du coup, du jour au lendemain, qu'il y a eu Becky, il a complètement changé, il est redevenu actif, il se déplace, il attend le matin qu'elle se lève, donc j'attends, moi je la lève jamais en même temps que lui parce que sinon il ne mange pas, voilà, il ne boit pas, tant que Becky, là vous voyez, il a passé la journée avec Becky, il n'a pas mangé. Du coup je mets Becky à la sieste, quand lui il fait sa sieste, je mets Becky à la sieste, c'est-à-dire je l'enferme dans sa cage, de 2h de l'après-midi, 2h30 de l'après-midi jusqu'à 17h pour que lui, il ait son moment de repos. Parce que c'est un coq qui dort beaucoup, enfin qui a ses petites habitudes de petit vieux. Donc il faisait sa sieste le matin, dès qu'il se réveille, il retourne à la sieste après avoir mangé. Et il fait pas loin d'une petite heure de sieste. Et l'après-midi, en général, il se couche sur le coup des 14h et il dort jusqu'à à peu près 16h, 16h30. Et là, il le faisait plus en fait. Et le soir, en plus, il se couche tard. Donc, vous voyez, ça l'épuise, mon petit chat. Oh, t'es fatigué, hein. C'est fou d'être papa, ça fatigue. Hein. Oui, mon loulou. Et en fait, voilà, donc du coup, maintenant, je l'enferme, elle, pour que lui puisse dormir. Et c'est surtout que tant qu'il y a Becky ici, il ne mange pas. Il refuse de manger quand il y a la petite Becky qui est là. Donc, il s'énerve, il va à la gamelle, il gratte devant la gamelle comme il a fait tout à l'heure, mais il ne mange pas. Donc là, je sais que elle, sur le coup des 19h30, je vais la recoucher. C'est-à-dire je vais la ramasser et je sais que lui va pouvoir aller manger parce que il n'y a que quand elle n'est pas là qu'il va manger. Et l'après-midi non plus. Il ne mange pas même quand elle est à la sieste. Donc c'est un peu compliqué, je ne sais pas encore comment trop gérer le flux. Du coup maintenant il mange que le soir. Il a sa gamelle à disposition, mais non, la journée, ça l'intéresse pas. Il mange le soir et puis voilà quoi. Mais c'est un petit duo. Alors bon, je pense que Becky, vous l'aurez compris, ça serait compliqué de la remettre dehors à une vie extérieure. Hein. Donc elle fera sa vie avec lui tant que lui la tolérera. Parce que ce qui est étonnant, très étonnant, et c'est pour ça que je disais avec ma crotte, ce qui est très étonnant, c'est que d'habitude, il ne supporte plus aucune, que ce soit poule, coq, il ne supporte plus personne. C'est-à-dire, on avait essayé de leur mettre des poules comme Lily, Soquette. Mais non, il les attaquait directement. Donc là, on a été étonnés parce que tout de suite, il l'a accepté. Elle se couche dessous. Je vous mets quelques petites photos sur le côté au passage, comme ça vous verrez. Elle se couche sous lui. Voilà, lui, il l'appelle quand elle n'est pas là. Elle l'appelle aussi à lui quand elle trouve des verres de farine, quand je mets des verres de farine par terre. Elle les voit et elle l'appelle en fait. Alors je pense qu'elle a dû comprendre qu'il avait un handicap qu'il ne voyait pas forcément.
Et pour le coup, comme lui ne l'appelle pas comme le faisait sa maman, elle ne le mange pas. Alors, elle ne va pas vraiment dans la gamelle. Le soir, elle a toujours le jabot vide. Donc, par contre, elle sait où elle est la table. Voilà, là-bas. Elle sait où se trouvent les chaises. Et elle sait que quand moi je suis assise là-bas, ça veut dire qu'il y a de la bouffe. Donc, elle a vite fait de sauter, de monter, puis de venir piquer dans l'assiette à table. Donc ça, bien sûr, c'est hors de question. Hein. On ne va pas donner des mauvaises habitudes parce qu'après, ça devient embarrassant. Donc, je lui donne à manger, moi, directement. Ah, Béquille, tu viens, Béquille? Non, tu viens pas? Béquille, tu viens, Béquille? Viens, viens, moi, Chippy, viens, viens. Viens, ma petite Chippy, oui. Regarde, ça, tu veux? Ça, regarde, Béquille. Non? Oui. Bah oui, là, elle est en train de réclamer, que j'aille lui faire son casse-croûte. Voilà. Alors, madame, c'est du petit jambon, c'est parfois un petit peu de gruyère, c'est des verres de farine, parfois c'est du riz, parfois c'est des pâtes. Hein, poupette? Enfin voilà, vous connaissez à peu près l'histoire de tous nos petits handicapés et croisons les doigts pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Hein. C'est tout ce que je demande parce que ça serait un peu compliqué à gérer tout ça. Voilà. Écoutez, ah oui, je voulais vous faire voir aussi là où dormait Titi. Alors, en ce qui concerne Nala, on va passer tout de suite au cas de Nala. Je vais tout simplement, pour que vous compreniez mieux la suite de la vidéo, je vais vous mettre une mini vidéo que j'ai inclue dans cette vidéo. Ça vous permettra de mieux comprendre les explications que je vous donnerai juste après. Je vais te parler de ma petite Nala. Nala, c'est ma gâtée, c'est ma chérie, c'est ma plus belle réussite, mon plus gros combat. C'est ma poupée. Ah, Nana. C'est voilà, Nala est arrivée à l'élevage l'année dernière, un peu avant les fêtes de Noël. Hein, ça devait être fin octobre, début novembre, je sais plus, ou début octobre, je sais plus exactement. Je te dirai, le temps a passé depuis. Elle est arrivée ici avec 3 autres brahmas, dont 2 coqs et une autre poulette qui s'appelle Chiara, qui est partie cet été de l'élevage. Et malheureusement, j'ai perdu les 2 coqs et Nala est tombée malade entre-temps, enfin peu de temps après son arrivée. On pense qu'elle a fait un AVC. Mais la petite histoire, c'est que bon, j'étais pas au courant, je l'ai su quand Nala est tombée malade. Nala, c'est une poulette qui est arrivée avec retard, qui a éclos avec retard, qui a été aidée et qui a aussi été aidée dans ses premières semaines, voire mois de vie pour être alimentée. Parce que voilà, elle avait visiblement déjà des soucis avant même son arrivée, puisqu'elle a eu du mal à sortir de son œuf. Et ça, je l'ai appris dernièrement, quand elle est tombée malade, tout simplement. Et alors pour se résumer, Nala, c'est sympa compliqué. Du jour au lendemain, elle est devenue tétraplégique. Tu as dû voir la petite vidéo que je t'ai mis juste avant. Elle est devenue tétraplégique. Elle a perdu la fonction de ses pattes, elle a perdu la fonction de ses ailes.
Elle avait perdu la fonction de savoir s'alimenter, s'abreuver. Elle n'avait les yeux qui ne s'ouvraient plus. Et ça a été mon plus gros combat. Et on va dire, après ma crotte, bien évidemment, c'est ma plus belle histoire d'amour avec une poulette. Bon, il y a eu d'autres poulettes qui ont compté aussi avant Nala. Mais voilà, ça a été quelque chose qui a duré 6 mois. Pendant 6 longs mois, il a fallu que tous les jours, plusieurs fois par jour, que je m'occupe de Nala, autant pour la nourrir que pour l'abreuver. C'est-à-dire que je devais la nourrir avec mes doigts. Je faisais une pâtée avec de l'alimentation pour poussins, avec des vitamines, avec du Nutri Plus gel, avec voilà, tout un tas de trucs. Que je faisais une pâtée et je la nourrissais avec le doigt. Je mettais sur mon doigt et j'ouvrais le bec et je la nourrissais comme ça plus de 6 fois par jour. Enfin, entre 5 et 6 fois par jour, tout dépendait des jours, si j'avais été chargée en emploi du temps ou pas. Et bien évidemment, elle a été vue par des vétérinaires. Les vétérinaires l'ont tous condamnée. Les 3 que j'avais vus à l'époque l'ont tous condamnée. Ils m'ont dit qu'elle ne tiendrait pas, que dans un mois, on n'en parlerait même plus, que voilà, elle serait terminée, qu'elle n'allait pas survivre ni au fait qu'elle ne mangeait plus et que surtout, elle ne remarcherait plus jamais. Et du coup, je suis quelqu'un qui est têtu. Je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc je me suis dit, si elle meurt, je le verrai bien, je serai bien placée pour le voir arriver. Et du coup, il a fallu également que chaque jour, 3 fois par jour... Non. Oui. T'as vu comment tu lui fais peur, toi? Allez, va avec ta mère. Non, tu vas avec ta mère là-bas. Dépêche-toi. Voilà. Il fallait que 3 fois par jour, je le faisais. C'est-à-dire qu'au niveau de ses pattes, je lui faisais des massages, des étirements. Je lui prenais les pattes et je lui faisais faire des mouvements de pédalage et puis des mouvements de va-et-vient en repliant, en remontant ses pattes pour lui relancer une tonicité parce qu'elle n'avait absolument plus rien. Ses pattes étaient vraiment... Oui, t'as peur, ma chérie, mais t'inquiète pas, je suis là, elle va rien te faire, ma nana. Hein? Oui, ma nana. Alors, je l'appelle Nana, mais son vrai nom, c'est Nala. Nana, c'est câlin, et Nala, c'est plus un peu la colère quand elle fait des bêtises. Voilà, je devais lui faire des exercices tous les jours au niveau des pattes, des étirements, et je devais faire également au niveau de son cou, parce que comme vous avez pu le voir, le cou de Nala, la tête, je veux dire, le cou était en forme de S, comme un serpentin comme ça, et en plus en arrière, il venait pratiquement à la moitié de son dos, assez flou. Voilà, il venait pratiquement à la moitié de son dos, enfin l'arrière de sa tête venait toucher l'arrière de son dos. Et donc le cou était complètement tordu, mais vraiment, donc elle avait la tête qui était sur le côté du corps, et en arrière, et en Z, enfin en S. Enfin c'était compliqué, quand j'ai tâté, que j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est fini, c'est irrécupérable. Mais bon, j'ai continué parce que je suis têtue et j'ai continué, j'ai fait des massages, j'ai fait des étirements, donc je n'ai pas fait voir dans mes vidéos. D'ailleurs, n'oubliez pas, il y a une vidéo que j'ai fait un peu plus complète avec les détails, un peu plus de détails sur Nala. Vous pouvez aller la retrouver dans mes vidéos ou dans ma playlist. Voilà, vous pourrez, et je vous mettrai directement dans les 15 dernières secondes de la vidéo, je vous mettrai cette vidéo, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus et ça vous l'ouvrira pour voir ce qu'il y a eu Nala. Et encore dans cette vidéo, vous ne la verrez pas à son pire état dans lequel elle était. Vous la verrez quand elle est déjà un petit peu mieux. Mais voilà, elle ne marchait pas, elle avait le cou tordu déjà. Et du coup, voilà, ça a été très très long. Il a fallu faire, j'ai donné beaucoup de mon temps. Et je ne vais pas jouer les non, je l'aurais sauvé à tout prix ou quoi que ce soit. Je vous avoue que franchement, il y a des jours, j'en avais marre. Il y a des jours où je me disais, mais si demain matin, tu t'es pas réveillée, Nala, c'est peut-être pas plus mal. Parce que j'étais fatiguée. Oui, ma chérie, oui, mon cœur, oui, mon bébé, oui, ma princesse. Mais oui. Donc j'en avais marre, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Je voyais pas d'amélioration, je voyais pas de changement, je voyais rien. Tous les jours je la faisais manger, je la sollicitais avec une alimentation variée, je lui mettais des verres de farine. J'ai tout essayé, mais vraiment tout, et rien. Et attendez, parce elle avait peur de la petite poule. Donc voilà, j'ai tout essayé, mais rien n'y faisait. Et je vous promets qu'il y a des fois où je me suis dit, allez, arrête tout. Ça sert à rien ce que tu fais. Puis c'est dans un violon en fait. T'as pas d'amélioration, t'as pas... Attention Lily, est-ce que tu vas faire?
Attention Lily, ce que tu vas faire. Elle est mauvaise Lily, depuis que Socat est décédée. Et du coup, malgré tout, j'ai tenu le coup. Il faut savoir que je me levais aussi la nuit parce que comme elle n'avait pas d'équilibre, des fois elle tombait sur le côté. Punaise. Oui, je disais donc, elle tombait sur le côté, donc je me levais la nuit pour être sûre que... Attention à ta patte. Voilà, pour être sûre qu'elle ne soit pas tombée, pour être sûre qu'elle soit bien positionnée sur les coussins ou les tissus. J'enroulais des tissus autour pour l'aider à tenir son équilibre. Voilà, et en même temps, je lui redonnais à boire parce que la nuit, elle avait tellement... elle se refroidissait énormément, hein, puisqu'elle n'était pas nourrie, elle se nourrissait pas correctement, elle avait des carences, donc elle se refroidissait très très vite. Donc elle avait une lampe chauffante et je vérifiais la nuit que voilà, elle se soit pas... qu'il n'y ait pas trop chaud et surtout que pour la faire boire parce que avec la lampe, ça faisait chaud, tout simplement. Je savais que de toute façon, Nala n'avait pas envie de partir. Hein. Tout le monde me disait, mais ouais, tu devrais abréger ses souffrances, c'est pas bien de la laisser comme ça, c'est pas bien, ça sert à rien. Je me suis dit, mais laisse-moi faire, quoi. Je le verrai en temps et en heure. Et j'avais pas de manifestation de Nala. Vous savez, les animaux, quand ils ont envie de partir, ils partent. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si c'est leur moment de partir, s'ils ont décidé qu'ils devaient partir, ils s'en vont. Ils s'en vont, ils n'ont pas besoin de vous, ils n'ont pas besoin de... Voilà, ils ont cette faculté que le moment où ils ont décidé de s'en aller, ils partiront. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ils partiront. Et je voyais que Nala n'avait pas envie de partir parce qu'elle était très causante. Lily, tu lui fous la paix, va ailleurs. Elle était très causante, vous voyez comme elle fait là quand je m'approche d'elle ou quand voilà, elle me parlait constamment, elle ouvrait un petit peu son œil, elle me regardait puis elle faisait ce que j'appelle causer, elle me causait énormément et je ressentais bien que la poule n'avait pas envie de partir tout simplement. C'est quelque chose qu'on ressent, je suis une personne qui ressent beaucoup les choses. Et Nala, je ressentais énormément et quand des fois j'avais pas le moral et que je me disais punaise, faut que ça s'arrête. Il suffisait que je la regarde, qu'elle ouvre son œil et qu'elle se mette à causer pour me dire mais arrête tes conneries quoi. Arrête, c'est nul ce que tu dis. Aide-la, accompagne-la. Donc je l'ai accompagnée du mieux que j'ai pu. J'ai été à son rythme, on y a fait ensemble, on a été ensemble, on a combattu ensemble. Je l'ai soutenue et elle m'a apporté énormément je sais pas comment exprimer... de bienveillance et elle m'a permis mentalement, psychologiquement de voir les choses différemment. Voilà, parce qu'elle était pleine de résilience, elle était tout en étant dans le combat pour la vie. À aucun moment où je l'ai vue, voilà, elle restait une poule douce, affective, câline. Je ne saurais pas quoi vous dire. C'est quelque chose, c'est un ressenti en fait, tout simplement. Donc voilà pour la petite histoire de Nala et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui elle marche, elle se déplace, elle mange toute seule, elle boit toute seule. On est à presque pas encore 1 an, ça a duré 6 mois, mais ça a été mon plus long et beau combat et je regrette absolument pas. Je la remercie de m'avoir permis d'être à ses côtés pendant tout ce temps parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même en la regardant et en m'occupant d'elle. Et donc je la remercie parce que je suis fière de cette poulette. Nanana. Hein, ma nana? Oui. Voilà, ça c'est Nana qui cause. Hein, Nala? Tu causes? Nala. Voilà ma chérie. Voilà. Je la remercie chaque jour, ma poupette. Alors, bien évidemment, je ne peux pas dire qu'elle va durer une âme éternelle. Hein. C'est une poule qui est fragile de base. C'est une poule qui a eu un problème de santé. C'est une poule qui fait que 2 kilos. Pour une Brahma, c'est extrêmement faible. On arrive à l'hiver, ça va être plus compliqué. Je ne souhaite pas la remettre dans le garage ou la mettre sous lampe chauffante. Mis à part si ça devient obligatoire. Donc elle vivra dans les 3 clapiers qui sont communicants avec de la paille et j'espère qu'elle passera l'hiver. Je lui souhaite de tout mon cœur parce que je l'aime énormément. Voilà pour Nala. Et maintenant on va passer à ça là, cette chose là, la mauvaise chose, la vilaine chose. La vilaine, oui tu es une vilaine, voilà. Alors, concernant la petite Lily, vous voyez, c'est un petit monstre. C'est un petit monstre. Aïe! Alors Lily, voilà, elle tape un peu dans le vide parce que, bon, la plupart d'entre vous la connaissent. Je suis obligée de mettre la main entière si je veux qu'elle me touche. Lily! 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 Stop! Lily!
Tu te calmes maintenant, ça suffit. Donc là, elle vient de se faire attraper par le petit coq, donc elle doit penser que je suis le petit coq. Lily! Donc comme vous voyez, Lily, elle tape à côté. Parce que tout simplement, alors elle n'est pas aveugle comme ma crotte, elle est tout simplement bigleux. Elle est complètement myope, c'est-à-dire elle ne voit, comme un myope, elle ne voit rien de près. Enfin, de loin, elle voit des silhouettes, mais de près, voilà, elle a du mal. Si vous lui mettez à manger dans la main, une graine, elle ne va pas la voir, elle va taper systématiquement à côté. Donc elle a, voilà, elle a cette, on peut le voir, elle a des globes assez gros de chaque côté. Alors Lily, elle est née sous couveuse avec plusieurs autres poussins et j'ai mis longtemps parce que comme c'est myope et pas complètement aveugle, elle arrivait quand même à se diriger. J'ai mis au moins 1 mois à m'apercevoir qu'elle avait des problèmes de visuel. Et donc, j'ai vite voulu la retirer du groupe, comme je l'ai fait avec ma crotte, parce que tout simplement, quand il y a une faiblesse dans un groupe, les autres attaquent. Et pour le coup, comme j'ai fait avec ma crotte, où j'avais récupéré Piaf, qui était devenue sa compagne, j'ai fait la même chose avec Lily. J'ai pris une petite poulette qui s'appelait Soquette. Et vous l'avez sûrement connue pour ceux qui regardent habituellement mes vidéos. Elle s'appelait Soquette et je l'ai attribuée à Lily pour qu'elle puisse avoir sa vie de poule. Oui, ma nana, t'inquiète pas, elle va pas t'attaquer, maman, elle est là. Et parce qu'elle a son caractère, la vilaine. Nala, on a peur. Voilà, vous avez vu ? Et je lui avais attribué cette petite poulette et l'autre petite poulette était en pleine forme. Hein. Le but, c'est pas de mettre 2 handicapés. Parce que, on va dire, c'est quand vous accompagnez un handicapé avec un autre congénère, il faut qu'il soit valide pour pouvoir justement l'accompagner, le guider en fait. C'était en quelque sorte son guide. Et elles se sont prises d'affection tous les deux à un tel point qu'elles ne pouvaient plus être séparées, mais l'une de l'autre, il y en a une qui déviait de 30 cm, l'autre la suivait. C'était constant. Elles se séparaient jamais, mais jamais. À tel point où que la petite Soquette a commencé à faire du mimétisme sur Lily, c'est-à-dire que Soquette, en voyant Lily chercher pour manger, taper à côté, et comme je la nourrissais beaucoup à la main, Lily, Soquette a fait la même chose, c'est-à-dire que quand je donnais à manger à Soquette, Soquette faisait comme si elle ne voyait pas. Et elle venait tout le temps dans ma main quand et elle regardait Lily et elle faisait comme elle tapait à côté. J'ai dit putain c'est incroyable. Et pourtant si c'est bien ça parce qu'au niveau visuel elle avait aucun problème. Tout simplement que Soquette faisait du mimétisme pour faire comme ça Lily. Malheureusement, comme vous le voyez, Lily est toute seule parce que Soquette nous a quittés cet été, très peu de temps après que ma maman soit décédée. Et j'ai rien pu faire. J'ai vu le soir qu'elle n'était pas terrible, mais sans plus. Et le lendemain matin, voilà, c'était terminé. Alors il faut savoir que Lily dormait tout le temps sous Soquette. C'était comme la poule avec le coq. En fait, Lily se mettait sous Soquette. Donc quand je l'ai récupérée, la petite Soquette, Lily était couchée dessous. Donc voilà. Et c'est triste parce que je me suis dit que Lily, elle risquait de partir très vite derrière. Et en fait, Lily a développé au contraire un comportement agressif. Comme vous avez pu le voir là au début de la vidéo, elle m'attaquait. Et elle se met à attaquer Nala, chose qu'elle ne faisait pas avant. Donc Nala commence à avoir peur de Lily. Donc je vais être obligée de les séparer. Voilà, au moins pour la nuit, pour que Nala puisse être tranquille. Parce que Nala dort. Oui, viens ma chérie. Nana, te pars pas, je suis là bébé. Bien ma chérie. Eh ouais. Et je vais être obligée de les séparer, je vais pas avoir le choix parce que je veux pas que Nala soit stressée, se renferme sur elle-même parce que Lily l'attaque. Et tant pis pour Lily, elle préfère dormir seule de toute façon puisqu'elle dort carrément à l'opposé de l'autre clapier. Je vais vous faire voir comment j'ai mis leur clapier pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà, on a la petite Lily qui est un vrai petit monstre. Hein Lily ? Oui, voilà. Oh, vous voyez, elle tape à côté en fait. Mais t'es une horreur, hein. Tu es une horreur, hein. Là, regarde mon doigt, il est là. Voilà, là. Oui, t'es à côté là. C'est une terreur cette poulette, une terreur. Oui, mauvaise, va. Mais tu es mauvaise. Mais que tu es mauvaise. Alors Lily, je suis là. Alors Lily. Mauvaise. Allez, je vous fais voir comment j'ai installé le clapier.
Alors, je te fais voir à la base ce que j'ai fait. Tu vois, j'ai réuni 3 clapiers, donc c'est ouvert ici. C'est ouvert ici, donc j'ai mis de la paille parce que là, cette nuit, les nuits là, elles sont très fraîches, très froides. Donc on est descendu à 5 degrés. Du coup, j'avais mis là-bas un pondoir pour Nala, pour qu'elle puisse aller pondre, voilà, tu vois, tranquillou. Et elles avaient toutes les deux les 3 clapiers ici. Donc là, tu vois, pour l'hiver, je remettrai tous mes plexis. Et malheureusement, comme Lily fait son petit chef casse-bonbon, je pense tout simplement que je vais reprendre le pondoir à Nala, je vais le remettre ici. Et je vais être obligée de fermer Lily dans le dernier clapier parce que voilà, je ne veux pas que Nala elle soit stressée par le comportement de Lily. Et comme le pondoir à Nala prend beaucoup de place, je préfère tout simplement mettre le pondoir de ce côté-là et restreindre la place de Lily, puisque elle, la journée, elle ne bouge pas vraiment, et que Nala, elle ait plus de possibilités de se déplacer pour qu'elle continue à avoir une certaine mobilité. Tu vois, quand il ne fait pas beau, je ne peux pas la lâcher. Et je veux que Nala, elle puisse quand même avoir une mobilité de mouvement, de se déplacer dans son... Si je la restreins dans un clapier, c'est pas possible, c'est hors de question. Donc là, au moins, elle peut, tu vois, faire des allers-retours et marcher dans son clapier pour continuer à ce que ses pattes ne se rebloquent pas, ne se reparalysent pas, parce qu'on sait bien que son avenir, pour le moment, il est incertain par rapport à... On ne sait pas exactement combien de temps Nala va durer. Et je veux qu'elle dure le plus longtemps possible et donner toutes ses chances pour qu'elle ait la possibilité de durer le plus longtemps possible. Tout simplement. Là, c'est rien, c'est Lily qui est tombée. C'est pas grave, elle n'est pas très haute. Donc voilà, écoute, sur ce, je pense que je vais te laisser. Je pense t'avoir dit tout ce qu'il y avait à dire. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. T'oublie pas de mettre un petit pouce, un petit like. Ça fait pas grand chose pour toi de plus, mais pour moi c'est énorme. Et puis quand tu mets le petit like, tu fais défiler sur le côté vers la gauche et tu verras qu'il y a un petit boost qui va apparaître. Tu cliques dessus. C'est gratuit, mais moi ça change tout parce que YouTube me fait remonter dans l'algorithme. L'algorithme, je sais plus parler. Bref, tu m'as compris. Allez, ciao, bye bye.